Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce petit déjeuner de rentrée, même si la rentrée paraît déjà loin à tous. Bon, on est encore en septembre, donc on peut appeler ça un petit déjeuner de rentrée. Je vais pas prendre beaucoup de temps d'introduction. Je voulais surtout remercier la FEF. Donc je vois Diane devant moi qui a organisé ce petit déjeuner avec nous sur un thème d'actualité, vous êtes nombreux à démarrer les négociations sur le thème de comment on va redonner de la valeur à notre offre de produits alimentaires. Donc on va avoir pas mal d'intervenants qui vont nous partager leur vision et leur expérience sur le sujet. Je remercie aussi BPI France qui nous accueille. Et donc, pour les habitués qui nous accueillent régulièrement pour faire ce format de petit déjeuner. Je pense que je remercie aussi Frédéric Laloz. Je pense que vous avez tous pu goûter les viennoiseries derrière qui ont été réalisées par Frédéric Laloz, qui est meilleur ouvrier de France et qu'on est ravis d'accompagner dans son développement. Et bien sûr, je remercie les intervenants, mais j'aurai l'occasion de le refaire puisqu'ils vont venir me rejoindre. Je voulais juste, avant de démarrer, faire une petite annonce, même si c'est dans longtemps, mais le prochain Food Camp, le Food Camp 2024, aura lieu les mercredis et jeudis 25 et 26 septembre 2024. Donc vous pouvez déjà noter les dates, évidemment, et les bloquer dans vos agendas. Comme ça, vous êtes prévenus en avance. Évidemment, d'ici là, Stéphanie, je t'entends rigoler. Évidemment, d'ici là, on réorganisera des rencontres de ce type-là, donc vous aurez l'occasion de vous retrouver. Et pour faire l'introduction, je passe la parole à BPI France qui va nous dire un petit mot et qui nous accueille, et puis après, on lancera les interventions. Merci beaucoup, Perrine. Bonjour à tous, bienvenue chez BPI France. On est très ravis d'accueillir à nouveau le fonds FFC cette année pour cette rencontre fructueuse, je l'espère. Et ça fait quelques années qu'on les accueille et on est très fiers d'être partenaires de ce fonds BPI France depuis quelques années. Et dans l'actualité depuis 5 ans. Et dans l'actualité de côté financement et non pas investissement, on a un appel à projet qui s'appelle Résilience et capacité agroalimentaire 2030, qui vise à financer les investissements productifs en agroalimentaire en faveur de la souveraineté et de l'innovation. Donc la prochaine relève a lieu le 15 novembre. Si vous souhaitez en bénéficier, c'est ouvert à tout type d'entreprise, jusqu'à 40% d'aide majoritairement en subvention. Donc si vous avez des projets en faveur de la souveraineté alimentaire, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je serais ravie de vous en donner par la suite. En tout cas, merci beaucoup, Perrine, pour l'organisation de cet événement. On est très heureux à nouveau de vous accueillir tous ici. Pour lancer directement les interventions, j'accueille Emmanuel Fournet, qui est directeur analytique de Nielsen. Donc, il est en charge de toutes les analyses transversales de Nielsen et de l'activité consulting. Et il va partager avec nous une première analyse justement de tendance en GMS, donc de tendance quantitative, et une vision un peu prospective pour 2024 et 2025, surtout 2025. T'as un micro ? Ça marche ? Ouais. Bonjour, vous m'entendez bien, je pense. Bonjour à tous, merci pour l'introduction, Perrine. Alors, comme il est 9h, j'ai essayé de ne pas vous saouler de chiffres, ce que des panélistes peuvent faire de temps en temps, mais plutôt de vous raconter un petit peu l'histoire ou le résumé de l'histoire de ce qui se passe en grande consommation cette année, évidemment, avec la perspective de ce qui se passe depuis quelques années. Et puis, alors je me rends compte, est-ce que j'ai une zappette ou quelque chose pour passer les slides ? Non, mais fais un petit signe, on va te les passer. À chaque slide ? Ok. Challenge pour vous et pour moi, bon bref. Donc de vous raconter un petit peu l'histoire de ce qui se passe en grande consommation cette année, avec évidemment des changements de consommation qu'on avait déjà vu apparaître en 2022,
pouvez passer le slide, ça va être long. Hein. Et de voir comment ils se sont accélérés en 2023, en France évidemment, et puis vous donner aussi une perspective de comment ça se compare, la France, avec le reste de l'Europe, puisque la plupart des mouvements de consommation et des changements de comportement qu'on voit ne sont pas spécifiques à la France évidemment. L'inflation en particulier, mais aussi d'autres phénomènes, sont des choses qui frappent l'Europe au niveau aussi bien que la France. Alors, sur la première partie, on va aller assez rapidement parce que je pense qu'il y a des éléments qui viendront aussi d'autre part pour confirmer un peu ces points-là. Mais évidemment, on va parler inflation. Et si on parle d'inflation, on parle de l'impact que ça a sur les consommateurs, sur leur comportement, je vais y venir, mais également sur leur façon de voir les choses et sur la confiance qu'ils ont en la période actuelle. Je vous remets ici des données qui ne sont pas des données de Nielsen IQ, qui sont des données de l'OCDE, où vous pouvez voir que sur 40 ans environ, puisqu'on remonte à 1985, on a eu en 2023, et au début de l'année 2023, un niveau de confiance des consommateurs qui n'avait jamais été aussi bas depuis 40 ans. Et il y a 40 ans, le milieu des années 80, c'était le dernier moment, entre guillemets, où on avait une inflation aussi forte qui atteignait, voire même dépassait les 5% sur l'ensemble des biens et services, et qui est évidemment beaucoup plus forte sur l'alimentaire, surtout si on l'accumule depuis 2 ans. Du coup, confirmation de ça plutôt, c'est ce que vous avez ici avec les niveaux d'inflation qu'on a cette année par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, et vous voyez la confirmation de ce que je vous disais, avec 40 ans d'inflation qu'on n'avait pas connu aussi élevée. Et pour vous donner juste une idée un petit peu rigolote de ce que ça traduit dans à la pensée finalement du grand public, et pourquoi le consommateur est si frappé, y compris dans son imaginaire, par l'inflation. Je vous ai remis cette bulle d'une BD d'Astérix qui est parue en 1982, qui est issue de l'Odyssée d'Astérix. Et vous voyez qu'Astérix explique aux pirates que si c'est cher, c'est parce que l'inflation est l'inflation. Et c'est vraiment le signe, parce que vous savez bien qu'Astérix a cette capacité, les BD ont cette capacité à un peu capter l'air du temps et à parler du monde dans lequel on vit au moment où on en est, qu'on est probablement aujourd'hui, comme il y a 40 ou 45 ans, dans une situation d'inflation qui est vraiment présente dans la tête des gens et qui, du coup, en termes de comportement d'achat, au-delà du factuel des niveaux de prix qu'on peut avoir en face de nous en agroalimentaire, nourrit aussi l'imaginaire du consommateur et explique aussi une partie des comportements d'achat. Alors, les niveaux de prix, je vais aller assez rapidement parce que je pense que même si vous n'avez pas forcément le chiffre en tête, vous avez l'idée de où on en est aujourd'hui. Vous avez en bleu la courbe qui est dans les scénarios qu'on essaye de tracer pour les 6 mois à venir, ce qui nous semble le plus probable. Pour aller assez vite, on est entre, selon les chiffres, entre 18 et 20% d'inflation depuis janvier 2022, 18% selon nous. On va sûrement avoir une grande stabilité, grosse masse des prix d'ici les négociations de l'année prochaine. On a vu là, d'après nos chiffres, en septembre, la première légère baisse de prix en grande consommation pour la première fois depuis novembre 2021. Donc on a eu une baisse de prix par rapport à août de 0,5% sur l'ensemble des produits de consommation alimentaire et des PH également. Donc on risque effectivement d'avoir, comme l'illustre la courbe bleue, des petites variations de prix sur la fin de l'année jusqu'à la reprise des négociations commerciales, quelle que soit la date de la reprise de ces négos, mais des baisses de prix qu'on n'aura que très 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 légères jusqu'à cette période-là. Alors, comportement déclaré des consommateurs, avant qu'on vienne au comportement réel et aux chiffres un petit peu en dur que nous avons, nous, chez Nielsen IQ, c'est les stratégies d'économie qu'ils envisagent, finalement, les consommateurs face à la situation actuelle, que ce soit sur les pôles et les catégories alimentaires, mais également au-delà. J'ai l'impression que le son a changé, non? C'est pas trop fort? Ok. Donc, finalement, quand on s'intéresse aux arbitrages qui sont prévus par les consommateurs, on voit, je ne vais pas vous passer tous les items, mais on voit que limiter les dépenses alimentaires, ça arrive quand même en bas de la liste, et c'est pas, merci beaucoup, et c'est pas vraiment la priorité des consommateurs. On est plutôt sur des dépenses plus engageantes qui sont envisagées comme étant réduites, donc limiter les voyages, limiter les sorties, limiter les achats de biens d'équipement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, alors peut-être que certains le savent, Nielsen IQ a acquis GFK assez récemment, donc un autre panéliste sur des univers en dehors de l'alimentaire, sur tout ce qui est biens d'équipement pour le bricolage, pour le jardinage, pour l'informatique, les télécoms, etc. Et quand on fait un peu le panorama des évolutions volume depuis le début de l'année, vous verrez que l'alimentaire, certes, est en baisse, mais finalement assez résilient, alors que l'ensemble des autres pôles de consommation, ceux que je viens de citer, sont quasiment tous en recul à 2 chiffres en volume
depuis le début de l'année. Donc on voit effectivement en quoi les arbitrages et le déclaratif consommateur, même si attention, il ne faut pas toujours s'y fier à 100%, on voit en quoi quand même le déclaratif consommateur préserve l'alimentaire par rapport aux autres pôles de consommation non alimentaires en particulier, ce qui n'est pas forcément une surprise, l'alimentaire reste un essentiel par rapport à d'autres éléments. Alors justement, j'y viens pour vous illustrer un petit peu les impacts volume qu'on constate concrètement sur la grande consommation, donc ce qu'on appelle le PGCFLS, les produits de grande consommation frais et libre-service, et la constatation un petit peu à moyen terme, vous allez voir sur une période d'une dizaine d'années, des évolutions volume et de dépenses des consommateurs en France sur cet univers de produits. Donc ce que je vous montre ici, la courbe orange, c'est l'évolution de la dépense par tête, par habitant en France depuis 2014. On n'est pas sur une année complète, on est sur un cumul depuis le début de l'année en 2023 et donc les mêmes périodes chaque année jusqu'à 2014. Et en bleu, vous avez en indice, pour le coup, par rapport à une base 100 en 2014, les évolutions volume. Ce que vous voyez de manière assez nette, bon, vous avez évidemment la vague liée au Covid et à la forte consommation volume en GMS au moment du Covid, mais vous voyez qu'on est revenu en 2023 à un indice 100, autrement dit à une consommation en France par habitant de PGCFLS similaire à celle de 2014. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à avoir en tête. On va en reparler, une légère croissance volume sur cette même période grâce à la natalité, mais la consommation par tête de produits de grande consommation est exactement la même en unité que celle qu'on avait en 2014. Okay ? Donc c'est quand même ça, des ordres de grandeur importants à avoir en tête. Alors je dis similaire, vous voyez que c'est moins 0,2, donc c'est quasiment la même chose, hein, c'est l'épaisseur du trait, mais c'est quand même des ordres de grandeur qui sont importants à avoir en tête. Si on rajoute à ça l'effet de natalité qui évidemment tire la consommation et la consommation alimentaire en particulier, on est en fait sur des niveaux volumes qui reviennent au niveau de 2018 et on est cette année, par rapport à 2022, à moins 2% en volume par rapport à la même période, le CAD, donc le cumul à date, 2022. Donc là, encore une fois, catégorie alimentaire, mais également des péages, donc l'ensemble de la grande consommation, de ce qui est vendu dans des grandes surfaces alimentaires. Alors, un ou deux commentaires par rapport à ça, parce qu'il y a l'école, il y a un tsunami de baisse des volumes, et il y a une école que d'ailleurs, je crois, Dominique Schelcher, dont il est plutôt favorable, qui est plutôt que ça résiste pas mal. C'est notre vision, nous, chez Nielsen IQ, dans un contexte, je vais y revenir, d'inflation, mais pas uniquement d'inflation. On est quand même sur une baisse volume qui est réelle, qui nous ramène, je vous l'ai dit, en consommation par tête au niveau de 2014. Donc ça, il ne faut pas nier qu'il y a un vrai phénomène historique sur les 10 dernières années. Néanmoins, face à tout ce qu'on a entendu depuis 1 an et demi, tout ce qui a été communiqué dans la presse, toutes les discussions qu'il y a eu de la part des distributeurs, de la part des associations d'industriels, on aurait pu penser que le recul volume serait beaucoup plus important. Nous, on estime qu'il y a plutôt une bonne résistance de l'alimentaire quand on la compare encore une fois aux autres univers de consommation et quand on se dit encore une fois qu'on reste sur de l'essentiel, sur des catégories qu'il faut acheter, il faut bien se nourrir, il faut bien nettoyer sa maison, il faut bien utiliser des produits d'hygiène beauté, etc., etc. Néanmoins, recul de 2% en volume cette année par rapport à l'année dernière. Alors, qui, en France, déconsomme particulièrement? Je pense qu'on pourrait s'attendre assez naturellement à voir que certains publics qu'on peut penser plus fragiles de par le revenu, par exemple, vont déconsommer plus vite que les autres. L'histoire, c'est qu'il n'y a pas un côté linéaire là-dedans, que ce n'est pas forcément les plus modestes qui déconsomment le plus et les plus aisés qui continuent à consommer le plus fortement. Vous voyez que même les niveaux qu'on appelle moyens supérieurs déconsomment relativement fortement. Il faut aussi garder en tête qu'on est ici sur une comparaison de 2023 par rapport à 2022. En 2022, les foyers les plus modestes avaient déjà plus rapidement commencé à limiter leur consommation en volume. Donc forcément, à un moment, quand on est, j'ai envie de dire, au taquet en termes de consommation volume, on ne peut pas descendre beaucoup plus bas. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas forcément des baisses très très fortes chez les modestes. Néanmoins, vous pouvez voir quand même quelque chose d'assez intéressant, qui est que sur les familles les plus nombreuses, les foyers les plus larges, on a quand même une déconsommation et des arbitrages plus nets que ce qu'on connaît dans l'ensemble de la population française. Pour ceux qui sont sur des catégories familiales, c'est quelque chose qui est relativement important à avoir en tête. Alors du coup, je vous parlais de cette baisse volume de moins 1,9%, moins 2%, pour dire les choses assez rapidement. Vous voyez qu'on est plutôt en ligne avec la moyenne européenne. Il y a des phénomènes qui sont aussi assez intéressants, puisqu'au-delà de la décroissance volume qu'on connaît en France, on a aussi un phénomène de descente en gamme qui s'illustre principalement, mais pas uniquement, par le fait que
Les MDD, on est toujours en volume, gagne fortement de la part de marché en France cette année. Donc MDD, que ce soit cœur de gamme ou premier prix, c'est à peu près 50% de contribution à ces gains de part de marché pour ces deux gammes de produits MDD. C'est plus fort que ce qu'on connaît en Europe, même si l'année dernière, on était en retard, entre guillemets en retard en termes de gains des MDD en Europe, en France par rapport à l'Europe. On était sur plus 0,5 de gains de part de marché volume pour les MDD contre plus de 1 point de gain en Europe. Donc il y a un petit phénomène de rattrapage également avec une inflation qui nous a aussi frappé un peu plus tard ou de manière plus forte, un peu plus tardive que dans le reste de l'Europe. Et puis à l'inverse, on a des gains de part de marché de ce qu'on appelle nous les SDMP, donc les supermarchés à dominante marque propre, Aldi, Lidl, Supeco, Netto, etc., qui sont moins nets que ce qu'on connaît en Europe, mais qui sont quand même réels, surtout pour certaines enseignes en particulier. Mais effectivement, c'est pas énorme, puisque j'entends le commentaire, mais ça reste finalement un phénomène de descente en gamme, surtout qu'on a d'autres enseignes qui ne sont pas positionnées discount, mais qui sont positionnées avec un axe prix très très fort, qui gagnent aussi beaucoup de parts de marché et qui viennent s'ajouter finalement à ce phénomène de recherche de prix bas. Alors si on rentre un petit peu dans le détail des catégories qui souffrent ou qui résistent, on verra aussi tout à l'heure, pas forcément sur des rayons, mais sur des typologies de catégories, quelles sont celles qui résistent un peu mieux que les autres. On voit quand même que les rayons dits du quotidien, encore une fois, on est sur de l'achat essentiel, les produits frais, les produits d'épicerie sont ceux qui vont résister, sans forcément avoir de forte croissance volume, mais qui vont résister et qui subissent moins d'arbitrage que les autres. À l'inverse, on a des catégories qui souffrent plus. Alors le surgelé sucré, c'est beaucoup les glaces, qui a évidemment beaucoup souffert d'une météo moins belle, moins ensoleillée que celle qu'on a connue en 2022. Donc il y a des phénomènes aussi de saisonnalité qui jouent. Mais l'hygiène beauté, l'entretien et l'alcool, qui sont trois catégories aussi, il ne faut pas l'oublier, très valorisées, avec des prix faciaux beaucoup plus élevés que la moyenne de ce qu'on trouve en grande consommation. Et quand on mappe un peu les évolutions volume par niveau de prix, on voit quand même que les catégories les plus chères, les plus valorisées, souffrent plus que les catégories les moins chères. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est validé par les chiffres et c'est intéressant quand même de l'avoir en tête. En termes de type de marque, et là je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous, on a évidemment en tête les évolutions, on est toujours en volume ici, en volume acheté en grande surface alimentaire, évidemment les évolutions de la MDD qui sont les seuls types de marques à résister en volume, à être en croissance en volume. C'est très léger pour les MDD cœur de gamme, ce qu'on appelle les MDD standards, c'est très très fort pour les MDD premier prix. Et finalement, quand on regarde les marques nationales, on voit que les TPE et les ETI, un petit peu moins les PME qui sont au niveau des grands groupes, mais les TPE et les ETI, au Total France, résistent un petit peu mieux en subissant quand même des reculs volume, alors qu'on restait sur une dizaine d'années de progression volume pour les TPE, les PME en particulier. Alors ce qu'il ne faut pas perdre de vue, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'aborde un petit peu le point rapidement ici, c'est que ces évolutions-là, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'inflation. Il y a aussi eu des jeux d'assortiment en rayon. On a revu beaucoup de MDD premier prix réapparaître en rayon sur des UB qu'on ne voyait plus récemment. Et si on regarde aussi les TPE, c'est aussi des marques qui ont été plus préservées que la moyenne en rayon en termes d'assortiment par rapport aux grands groupes, par exemple. Je vais revenir sur ce phénomène d'assortiment parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'inflation quand on parle des évolutions de la grande consommation en 2023. Alors, je vous en parlais assez rapidement tout à l'heure, je ne vais pas y passer 2 heures non plus, mais on a aussi, en termes d'évolution des équilibres entre les circuits, des gains des SDMP, donc des discounters, un peu plus nets que pour d'autres circuits de distribution. On voit quand même également les hypermarchés qui résistent bien, qui, par la promesse historique de je propose une gamme assez large avec les prix les moins chers, les meilleures promotions, retrouvent une crédibilité, j'ai envie de dire, ou en tout cas une pertinence, c'est le mot que je cherchais, dans le contexte actuel, plus fort que ce qu'on a connu les dernières années, avec, c'est vrai pour l'hyper, des reculs qui étaient assez réguliers depuis quelques années. On est toujours ici en volume. Ce qui est intéressant, c'est aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, de vous montrer le benchmark européen, où on voit également, donc là on est toujours en valeur, mais l'inflation n'est pas beaucoup plus forte d'un circuit à l'autre. On voit là aussi en Europe que les discounters sont le circuit le plus dynamique. Donc, encore une fois, gardez en tête qu'il peut y avoir des différences de niveau en France sur la baisse de la consommation, sur la descente en gamme, mais on n'est pas sur une situation inédite dans le contexte français par rapport au reste des pays européens, même si, encore une fois, quand on rentre dans le détail d'un pays à l'autre, il y a des disparités, évidemment. Au-delà des circuits, j'ai envie de dire traditionnels, c'est aussi important de suivre les évolutions de consommation cette année de certains circuits qu'on pourrait appeler
spécialisés ou annexes, ou vous les appelez comme vous voulez, on voit quand même sur certains d'entre eux, si on reste sur cette idée du discount et de l'importance du prix bas, que les solderies qui cachent derrière Action, en particulier, ont fortement le vent en poupe. On est ici sur une évolution du nombre de paniers sur les 2 dernières années pour ce qui est du chiffre qui est en haut. Vous voyez que les solderies gagnent très très fortement du terrain, et quand on s'intéresse à la clientèle et au niveau de clientèle de 2 enseignes en particulier, donc Lidl côté SDMP et Action côté solderie, ce que vous voyez ici, c'est la pénétration mensuelle, donc le pourcentage de Français qui se rendent dans ces enseignes chaque mois. Pour dire les choses simplement, il n'y a jamais eu autant de shoppers dans les rayons d'Action et jamais eu autant de shoppers dans les rayons de Lidl que sur les derniers mois de 2023. Donc on est là aussi sur cette illustration de 1, la recherche de prix bas dans le contexte actuel, évidemment, et 2, je ne vous montre pas le slide pour pas vous surcharger, mais aussi dans un contexte de fréquence d'achat qui augmente très fortement en France comme à l'étranger, ce qui traduit le fait qu'on est prêt en tant que consommateur à aller dans un peu plus de magasins pour trouver le prix le plus intéressant sur les produits qu'on veut mettre dans notre panier. Donc la hausse de la fréquence d'achat, ce n'est pas une nouveauté en France comme en Europe, mais ça se confirme et ça s'accélère dans le contexte d'inflation et de recherche de prix bas. On voit que les critères de choix d'assortiment, enfin en tout cas de largeur d'assortiment et de fait de tout trouver sous le même toit est un petit peu moins important cette année que ça ne pouvait l'être les années précédentes, et que le prix vient être renforcé comme critère de choix. Alors néanmoins, et malgré ce que je viens de vous dire, je voudrais quand même qu'on ne perde pas de vue qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'inflation, et que tout ne s'explique pas parce qu'on a 18% d'inflation depuis 1 an et demi. Je vous parlais des évolutions volumes qui revenaient par habitant au niveau de 2014 et au total au niveau de 2018. On a un autre phénomène qui est relativement inédit, qui est la baisse des assortiments, donc le nombre de références qui diminue en rayon face aux consommateurs. Et là encore, ne pas perdre de vue que la situation française, aussi inédite qu'elle soit depuis à peu près une dizaine d'années, n'est pas une anomalie en Europe, en tout cas n'est pas une exception en Europe. Et vous voyez que dans la plupart des pays européens, on a des reculs de l'assortiment très très nets. Alors je mets de côté les pays de l'Est frontaliers avec l'Ukraine, où il y a bien d'autres problématiques qui expliquent ces phénomènes-là, ces chiffres-là. Mais vous voyez que dans l'Ouest de l'Europe en particulier, et avec les pays limitrophes à la France, on a des évolutions qui sont assez similaires. Alors la question c'est, est-ce que cette simplification, pour le dire comme ça, de l'assortiment a des impacts sur les volumes ou pas, et est-ce qu'effectivement le consommateur est prêt à avoir un rayon plus simple, plus clean, plus aéré, avec moins de choix. Ce qu'on constate, alors attendez, alors je n'ai pas mis le slide, il est en masqué, donc je vais vous le faire à l'oral. Ce qu'on constate quand on mappe catégorie par catégorie en France les évolutions de l'offre et les évolutions volume, eh ben on voit qu'il y a une corrélation assez nette entre ces deux phénomènes. Donc plus je baisse mon offre sur une catégorie donnée, et plus l'évolution volume de la catégorie est négative. C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a en ce moment cette croyance qu'il suffit de couper les références qui tournent le moins bien pour se simplifier la vie sans pour autant pénaliser les volumes. Il n'y a pas forcément de vérité universelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement diminuer l'assortiment en faisant les bons choix, en faisant un bon travail de catégorie management pour arriver à une baisse des volumes limitée, voire à une croissance volume, parce qu'effectivement l'assortiment a été assaini. Ce n'est pas ce qu'on constate en France, et la très 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 vaste majorité des catégories dont l'offre a baissé ont vu également leur volume baisser plus vite que la moyenne France, et il y a vraiment une linéarité assez importante. On estime que 20% du recul des catégories en France est dû à des baisses d'assortiment qui ont été mal faites en 2023 par rapport à 2022. Alors, ajouté à ça, si on regarde les phénomènes de disponibilité produits en rayon, on voit que 2023 a été une année difficile en début d'année. C'est la courbe orange qui se compare à 2022 en bleu et 2021 en blanc. Donc le 95%, c'est le niveau de disponibilité des produits en rayon. Ça veut aussi dire qu'il y a 100 moins ce chiffre qui est un niveau de rupture, pour dire les choses simplement. On voit que le début d'année a été un peu compliqué. On se rattrape sur les dernières périodes. Je ne vous ai pas mis encore le mois de septembre parce que les données viennent de tomber, mais on est à peu près au même niveau, au-dessus de 2022. Donc la situation s'améliore, mais en début d'année, le manque de disponibilité produit par rapport au niveau qu'on a connu sur les dernières années, je mets le Covid de côté évidemment, a joué aussi sur le comportement des consommateurs et sur le fait qu'ils aient pu à un moment ne pas faire un achat parce que le produit n'était pas disponible. Dernier phénomène qui explique aussi
les baisses volumes qu'on constate, et encore une fois dans cette idée de ne pas se dire que l'inflation explique 100% de ce qu'on constate en rayon, c'est les évolutions de la promotion, où là aussi on a vu pour la première fois depuis quasiment 10 ans un coup d'arrêt de la dépendance à la promotion et de l'augmentation des ventes sous promotion en France. On a eu une baisse de la pression, on a eu une baisse du niveau de discount moyen offert aux consommateurs, aussi parce qu'on a vu beaucoup de MDD revenir en prospectus, par exemple, des MDD premier prix, alors sans gratuité évidemment hein, sur les MDD premier prix, mais qui sont venus en termes d'UB prendre la place régulièrement de marques nationales, ce qui a pénalisé le niveau de discount offert aux consommateurs et qui a pénalisé aussi l'incrémentalité, l'uplift que délivre la promo, ce qui est quand même ce qu'on attend de la promotion, qui est donc plus le relais de croissance qu'on a pu avoir ces dernières années. Et quand on pense à ce qui va arriver avec une digitalisation accrue de la promotion, avec potentiellement des limites sur les catégories des péages, qui peut aussi avoir des conséquences sur l'alimentaire. Je n'ai pas forcément le temps de m'étendre ici, mais il peut y avoir des effets de bord sur l'alimentaire. C'est également, à moyen terme, disons, un relais de croissance qui devrait être amoindri par rapport à ce qu'on a connu en France sur ces dernières années. Donc voilà, pas perdre de vue que l'inflation joue un rôle majeur, évidemment, dans les comportements d'achat, dans la baisse volume, dans la descente en gamme qu'on observe en France sur le PGCFLS, sur la grande conso, mais qu'il y a d'autres phénomènes liés à l'assortiment, liés à la baisse de la promotion, qui sont aussi explicatifs, en partie, de ce qu'on peut constater. Alors, pour finir sur une note plus positive, je vais essayer de me dépêcher un petit peu, je vais vous partager 4 idées sur comment se situer finalement en sortie de crise, sur quel type de catégorie, sur quel type de proposition produit il faudrait se citer en sortie de crise, et puis quel relais de croissance trouver, 1 par le online et 2 par l'adaptation au changement de population et au changement de comportement des consommateurs français. Alors je vais assez rapidement pour pas vous mettre en retard. Au-delà des évolutions qu'on voyait par rayon, on a aussi, quand on fait des typologies de catégories, selon que ce soit des produits du quotidien, des produits d'alcool, des produits d'hygiène beauté, des produits de plaisir, où on va mettre des produits type chocolat, type sucre, type soft drink, type glace, etc. Vous voyez que le plaisir, c'est un pôle de catégorie qui résiste bien. Alors, il y a des disparités. Encore une fois, les glaces souffrent un peu à cause de la météo, mais le pôle plaisir résiste bien. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on avait constaté en 2008-2009. Il faut faire attention aux comparaisons avec les crises précédentes, mais en tout cas, à ce niveau-là, avec des phénomènes de pouvoir d'achat en baisse à l'époque aussi, on avait exactement la même conclusion que les catégories plaisir dans l'alimentaire résistent bien. Il y a une raison assez simple. Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure, j'arrête de voyager, j'arrête de sortir, j'arrête d'aller au ciné, au resto, etc. Donc je peux me faire plaisir comment ? En alimentaire, sur des catégories pas chères, qui sont quand même des choses un petit peu sympas, si on peut se faire un petit bout de chocolat, un gâteau, un bonbon, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Et quand on regarde les meilleures innovations de 2022 en prenant un an de recul après les lancements, important quand même de voir un petit peu à moyen terme, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous retrouvez un petit peu les catégories que je viens de vous lister. Et on est là vraiment dans cet achat plaisir qui fait du bien à faible prix par rapport à tout ce qu'on coupe en termes de dépenses quand on pense à l'ensemble des dépenses des Français depuis 2 ans. Autre phénomène intéressant, c'est tout ce qui est consommation alternative, mieux pour moi, mieux pour la planète. Je pense que personne n'a raté la baisse du bio cette année que vous voyez ici en orange, qui est très 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 nette par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Je crois que je l'ai sur le slide d'après, la part de marché en chiffre d'affaires du bio, elle revient au niveau entre 2018 et 2019. Donc là, il n'y a plus de phénomène de post-Covid, on revient à des niveaux plus normaux, etc. On a une vraie baisse du poids du bio en chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Je reviens sur ce slide pour vous dire que, alors il y a plein de phénomènes qui expliquent la baisse du bio, le niveau de prix en est un, une mauvaise compréhension et un travail à faire sur la compréhension du label de la part des consommateurs. Bon, bref, il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi et je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un phénomène réel qui est qu'il y a beaucoup de promesses alternatives finalement, beaucoup de concurrence sur des nouvelles promesses qui sont parfois peut-être moins disantes et moins exigeantes en termes de cahier des charges, mais qui sont du coup moins chères, tout en ayant une perception pour les consommateurs d'offrir quand même ce bénéfice de j'ai une consommation plus responsable pour moi ou j'ai une consommation plus responsable pour la planète. Il y a évidemment également des phénomènes d'offres. Il y a certaines offres qui ont été poussées particulièrement en rayon par rapport au bio. Néanmoins, ce n'est pas la seule explication. Et il y a aussi une demande consommateur qui se poursuit en déclaratif et en réel pour des labels responsables, quels qu'ils soient, hein, j'englobe beaucoup de choses là-dedans, en grande consommation. Donc pas perdre ça de vue, le recul du bio, ça ne veut pas dire que toutes ces problématiques RSE, je le dis rapidement, ne sont plus intéressantes et ne sont pas des problématiques à travailler.
Je vous ai montré celui-ci. Deux dernières idées. Le poids du online, pour aller assez rapidement, juste vous dire que ayant, nous, chez Nielsen IQ, racheté une start-up qui s'appelle Fox Intelligence et qui capture tout ce qui se passe online et tous les sites qu'un panel de distributeurs comme Nielsen IQ peut avoir du mal à suivre, montre quand même une photo assez différente et un dynamisme assez net encore du online, excusez-moi, par rapport au magasin, par rapport au offline, cette année en France et également dans pas mal de pays européens. Donc pas perdre de vue cette dynamique avec évidemment une diversité de propositions online qui est très 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 large, mais perdez pas de vue que le online, un, parce que la dynamique se poursuit, et deux, le slide doit être masqué, parce qu'à long terme, les évolutions de population, les nouvelles générations qui vont arriver vont évidemment continuer à faire que le online sera très fortement dynamique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On a une large surconsommation de e-commerce chez les populations qui sont nées dans les années 80 et après. Évidemment, cette population-là qui est amenée à vieillir, alors que, enfin, en tout cas, à rester en vie plus longtemps que ceux qui sont nés avant, et les nouvelles générations qui vont remplacer ces plus vieilles générations vont être surconsommatrices de e-commerce. Ça ne va ne faire que participer à l'essor de ce circuit à très long terme. Dernier phénomène que je voulais partager, il me reste 2 minutes, c'est des évolutions un peu plus, j'ai envie de dire, profondes, d'évolution de la consommation et de la population française, là aussi en ligne avec ce qu'on voit dans d'autres pays européens. Le premier phénomène, c'est la fragmentation de la consommation. Je ne dis pas que le repas avec entrée, cœur de repas, dessert disparaît, mais néanmoins, il y a des moments de repas chez les plus jeunes générations en particulier qui sont moins importantes, moins sacralisées qu'elles ne l'étaient chez des générations plus âgées. On voit que parmi les plus jeunes, le fait de sauter un déjeuner ou de sauter un dîner est beaucoup plus communément admis finalement que chez les plus vieilles générations, et qu'à l'intérieur même d'un repas, on peut sauter une entrée, on peut sauter un dessert, remplacé par un snacking du matin, un snacking de l'après-midi, un snacking en soirée, ce qui a des conséquences évidemment sur les catégories de produits qui sont consommés au moment du repas ou qui sont consommés en dehors d'un moment de repas. Ce n'est pas nécessairement, et voire pas du tout les mêmes, et ça peut avoir des impacts. Ça explique aussi certaines tendances de protéines, par exemple, de produits protéinés sur l'ultra frais ou d'autres, c'est juste un exemple. Mais ça, c'est un vrai phénomène marquant en France qu'on voit évoluer depuis quelques années. Et quand on regarde une typologie de consommateurs selon l'importance de la cuisine, je ne veux pas vous faire toute la typologie, mais il y a un groupe qui nous intéresse, nous, qui s'appelle les vite-faits, qui considèrent grosso modo que le repas, ce n'est pas un moment de partage avec les amis, la famille, il faut y passer un minimum de temps, pas trop de temps en préparation en cuisine, et que les catégories snacking, c'est pas mal pour faire le job, pour finalement simplement se nourrir. Et vous voyez sur la gauche du slide que ce groupe est en progression, je trouve plus mes mots, en progression depuis de nombreuses années, ce qui explique aussi les tendances qu'on connaît sur des catégories comme le snacking, qui avait connu un petit coup de mou au moment du Covid, mais qui repart très 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 fort depuis. Autre phénomène important à avoir en tête, c'est le vieillissement de la population, également le fait que le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, d'après l'INSEE, sera nul en 2035. Je mets l'immigration de côté ici. La consommation alimentaire, la consommation en général, mais la consommation alimentaire, elle est beaucoup tirée, je vous le disais tout à l'heure, par l'accroissement de la population. Rappelez-vous ce chiffre d'évolution de la consommation en volume qui est nul par rapport à 2014. Donc si demain, dans 10 ans, c'est pas dans très 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 loin, on n'a plus de croissance de la population française, c'est un vrai sujet, pas seulement pour les catégories familiales, mais pour l'ensemble des catégories de consommation, pour aller trouver des relais de croissance. Et puis, dernier phénomène qui est lié également à ce que je viens de vous dire, c'est l'essor des monofoyers ou des foyers de moins de 3-4 personnes, évidemment tiré par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, mais également tiré par le fait que sociologiquement, il y a de plus en plus de séparations en France comme dans le reste de l'Europe de l'Ouest. Et ça, en termes de, je vous parlais de la fréquence d'achat tout à l'heure, en grande surface alimentaire, de taille du panier, ça a évidemment des conséquences importantes. Pour un distributeur, par exemple, qui cherche absolument les gros paniers, les paniers familiaux, ça pose des vraies questions à moyen terme sur quel type de cible on va aller chercher et comment on va les forcer à consommer plus. Donc voilà, j'en ai terminé, désolé, j'ai un petit peu speedé sur la fin parce que j'ai un peu trop pris mon temps au début. Quelques idées à retenir qui sont ce que je vous ai partagé, le fait que évidemment l'inflation joue un rôle majeur dans les évolutions qu'on constate en France et qu'on constate en Europe, mais attention à ne pas tout mettre sur le dos de l'inflation, ce serait une erreur et il y a d'autres phénomènes qui jouent et sur lesquels il est possible de travailler entre industriels et distributeurs. Et puis après, si on pense moyen, disons court, moyen, long terme en termes de sortie de crise,
Je ne vous refais pas l'histoire, mais il y a certains types de catégories qui vont de toute manière résister en alimentaire. Il y a certaines promesses produits qu'il ne faut pas perdre de vue malgré les challenges du contexte. Et puis, à long terme, bien avoir en tête les évolutions de population, comprendre qui sont vos consommateurs et comment vous positionnez pour demain par rapport à ces évolutions de population. Et pas oublier, malgré certains discours un petit peu moroses sur le online à court terme, que, le circuit est toujours très dynamique, qu'il faut en appréhender la complexité, mais qu'il est toujours très dynamique, et que surtout, encore une fois, les mouvements de population à long terme ne vont que faire que ce circuit sera d'autant plus dynamique et d'autant plus important à moyen long terme. Je m'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour tout le monde, on pourra vous envoyer les slides à l'issue du petit déjeuner. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions pour Emmanuel, de les garder pour la fin. On fera une session de questions-réponses avec les intervenants de la table ronde et Emmanuel. Et donc, on va enchaîner sur la table ronde pour essayer d'illustrer un petit peu toutes ces données par des retours d'expérience concrets. Donc, j'appelle Stéphanie Guillonneau, et je vais les présenter. Bertrand, Jacques Auberger et Paul-Olivier Claude-Pierre à venir me rejoindre. Merci beaucoup. Donc Stéphanie, je commence par toi. Allez, vas-y. J'ai l'honneur d'essayer de te présenter. Donc tu es directrice des achats, de l'offre et de la production de la marque U chez Système U. Auparavant, il y en a beaucoup dans la salle qui te connaissent. Tu étais directrice des achats à Monoprix et directrice de l'offre chez Naturalia. Donc tu as aussi, je pense certainement, une vision du marché du bio et on va en parler. Bertrand, tu es entrepreneur à la tête de Solinest. Donc Solinest qui est distributeur et développeur de marques. Alors je ne vais pas citer toutes les catégories, mais principalement dans le snacking. Et on en a beaucoup parlé et je pense que ça va être intéressant. Snacking sucré, salé, boisson et entre autres. Et les produits frais aussi. Produits frais, fruits et légumes. Et récemment, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, dans les compléments alimentaires. Tout à fait. Et je trouve que c'est une tendance intéressante aussi de valorisation des produits alimentaires. Et Solinest, aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 marques, ouais, un peu plus. Un peu plus, mais à peu près ça. Oui. Je te laisse donner le chiffre, vas-y. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Et Paul-Olivier, tu es aussi entrepreneur. Tu as repris en 2019 la maison Martin Poré. Alors quand on a discuté, moi j'avoue que je ne connaissais pas la maison Martin Poré, qui est le dernier vinaigrier en France à Orléans. Qui est une maison qui date de 1797, avec une bactérie qui date du XVIIIe siècle pour faire le vinaigre, et tu nous en parleras aussi. Aujourd'hui, tu distribues la marque en GMS, en épicerie fine, en CHR et un petit peu à l'export, et l'entreprise fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est encore très très loin des 300 millions. Laissez-nous quelques années. Mais ça va venir. Bien sûr. Alors pour introduire, je pense que on va introduire un peu le débat en rentrant directement dans le thème du petit déjeuner. En fait, on a bien vu dans la présentation que nous a fait Emmanuel que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet assez important. Et donc, ma première question, c'est est-ce que finalement, dans ce contexte de recherche permanente de compétitivité prix, on est contraint à voir les marges des acteurs de l'agroalimentaire se réduire, ou est-ce qu'on a encore des leviers de valorisation de l'offre? Et je te pose la question à toi, Stéphanie, pour ouvrir le débat. Bonjour à tous. Nous, les produits U incarnent en fait la vision qu'ont les associés U de faire du commerce. Et donc, on a réaffirmé, c'est-à-dire avec des valeurs fortes et des prix bas. Ça veut dire qu'on n'oppose pas, mais ça veut dire que ça demande à la fois un cadrage tarifaire, donc voilà, il n'y a pas dans le quoi qu'il en coûte, hein, donc un cadrage tarifaire pour rester dans le match du prix, mais aussi de réaffirmer quels sont les engagements, hein, et en particulier les engagements RSE, mais les engagements de l'enseigne. Donc en fait, on a réaffirmé cette vision qu'on avait sur nos produits, et c'est aujourd'hui toute l'équipe Marque U qui sont avec les industriels, parce qu'on travaille avec 800 usines, dans ce cadre-là, dans cette feuille de route, là. Donc on n'oppose pas,
On pense que c'est possible, mais avec effectivement des cadrages. La marque U, du temps de Serge Papin, on était dans une phase de radicalisation, c'est-à-dire qu'on était avec un cahier des charges très fort sur les substances controversées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les substances controversées contre les substances controversées. Et on était plutôt dans une radicalité. Aujourd'hui, avec Dominique, on est plutôt sur une phase d'accompagnement, d'une démarche de progrès vis-à-vis de nos consommateurs qui doivent accepter aussi des évolutions tarifaires par une valorisation. Donc démarche de progrès, mais aussi avec toutes les parties prenantes, que ce soit en particulier les outils industriels, donc nos fournisseurs, mais aussi l'amont. L'amont, c'est-à-dire l'amont agricole. Donc on est vraiment dans une phase de démarche de progrès, d'accompagnement, mais d'une valorisation par des engagements forts. Et justement, on a vu, et comme tu es particulièrement en charge de la marque U, on l'a vu, c'est qu'on voit vraiment la montée en puissance des marques distributeurs qui ont gagné, et on le voit aussi dans les baromètres consommateurs. On se souvient du baromètre OpinionWay qui commence à gagner aussi un peu la bataille du meilleur rapport qualité-prix dans la perception des consommateurs, qui ont gagné une valeur confiance assez forte. Et donc, du coup, cette stratégie de montée en gamme, c'est quoi la stratégie de valorisation? On a beaucoup parlé ensemble de stratégie de filière et de stratégie d'achat. Donc, en quoi ça implique et la stratégie d'achat et la stratégie marketing de la marque U? En fait, quand on a dit valeur forte, prix bas, on a déjà retravaillé le cadrage tarifaire et c'est le numéro 1. On ne peut pas faire à n'importe quel prix puisqu'on est un discounter. Mais on a aussi retravaillé donc ce cahier des charges. On a écrit une nouvelle stratégie à l'achat. Elle était obligatoire de par le contexte. Et il y a 2 piliers, en fait, 2 choses qui ont radicalement changé. C'est de par l'objectif et les enjeux de sécurisation des appros, qui changent quand même pas mal la donne dans nos relations commerciales. Et donc avec deux piliers importants pour nous, c'est les filières agricoles, donc venir sécuriser l'amont par des partenariats avec des filières agricoles, donc c'est une matière première, mais c'est aussi, à la différence d'une massification à outrance, de plutôt partir sur des partages de marché. Je vous donne l'exemple des pâtes QS qui ont pris les premiers de plein fouet une inflation incroyable il y a maintenant presque 2 ans. Ça a été un tsunami chez nous quand on est acheteur et qu'on a ce genre d'inflation. Il a fallu quand même faire comprendre aussi à nos associés. On était avec un seul et unique fournisseur, donc qui avait un approvisionnement de matières premières de blé dur unique au Canada, et donc on a décidé de diversifier, de venir partager le marché, non pas pour partager le marché au niveau commercial, mais bien pour partager le marché au niveau de l'approvisionnement en pâtes et donc en blé dur. Donc voilà, donc forcément, ce qui nous est arrivé fait qu'on a retravaillé aussi nos stratégies achats. Donc ça, c'est un premier pilier assez fort. Et le deuxième, c'est les partenariats. Forcément, quand on fait de la marque distributeur et qu'on est chez U, n'ayant pas investi de CAPEX dans des outils de production, on fait autrement, mais on est obligé de travailler, et heureusement, et donc travailler main dans la main en co-construction avec nos fournisseurs. Mais on a identifié aussi, on va plus loin avec certains fournisseurs, ce qu'on appelle des partenariats préférentiels. On a mis ça en place depuis un peu moins de 10 ans, entre 5 ans. Et on s'est rendu compte que dans des périodes aussi compliquées qu'on a vécues là, cette relation qui va au-delà d'un partenariat distributeur-fabricant avait été extrêmement vertueux pour les uns comme pour les autres. Je vais vous donner un exemple. Papier toilette avec Essity, on n'a jamais eu, ou très très peu de rupture, parce qu'on avait ce partenariat. Voilà. Donc les valeurs de l'enseigne aussi, des valeurs aussi humaines, font que dans cette stratégie commerciale et stratégie à l'achat, ça compte. Et on s'est rendu compte que on avait un petit peu redistribué les cartes et donc on a réécrit cette stratégie à l'achat. D'ailleurs, ce que tu m'expliques quand on prépare un petit peu, c'est qu'effectivement, la logique d'achat sur les marques propres, elle est assez différente, puisque finalement, tu es en contact rapproché avec les fournisseurs toute l'année. Il n'y a pas vraiment de temps fort de négo comme on va le connaître actuellement. Exactement. On n'a pas eu de temps fort, on a eu tout au long de l'année des temps forts. On a reçu
Voilà, beaucoup de tarifs. Donc en fait, moi, mes équipes qui font à la fois des achats et du développement produit, c'est une force aussi pour eux, c'est qu'on n'a pas un acheteur et un développement produit. On considère que quand on achète, on sait ce qu'on achète. Ils ont été happés par 90% de leur temps sur de la négo, puisque nos fournisseurs sont venus plusieurs fois dans l'année nous redemander une réévaluation. Voilà, donc oui, c'était une année intense. Merci. Et Bertrand, du coup, dans ce contexte finalement où on a l'impression que les marques propres des distributeurs ont gagné ce combat du rapport qualité-prix, c'est quoi aujourd'hui la valeur des marques, puisque toi tu distribues des marques, et qu'est-ce que la marque apporte comme valeur à la fois aux distributeurs et aux consommateurs? Alors en fait, on distribue et on développe des marques. Alors peut-être juste pour revenir un instant sur le chiffre d'affaires, c'est un vrai souci parce qu'en fait, Nielsen nous a classés parmi les entreprises importantes et dans le process de négociation avec la distribution dans lequel le ministère des Finances est extrêmement présent, ça devient un enfer et ça devient à l'opposé des valeurs de ce qu'on représente. Nous, on fédère plutôt des marques qui cherchent à mutualiser leur approche, leur route to market en France, plutôt que d'être un grand groupe. Alors, c'est quoi Solinest? En fait, Solinest, c'est un créateur de marché. On s'est intéressé au fil du temps au développement de plusieurs marchés. On a commencé par le devant de caisse. On a commencé par le devant de caisse à travers la première marque qu'on a lancée, c'est Ricola, qui est devenu le numéro 1 de la confiserie, petite confiserie de poche, et le numéro 2 de la confiserie en France. Après, on a lancé Fridan, donc qui est passé entre-temps chez Mars. On a lancé les marques de Perfetti. Donc on est devenu l'acteur numéro 1 du devant de caisse en France. On s'est ensuite intéressé à d'autres catégories, comme le snacking salé avec la marque Tyrrell's, les produits frais avec la marque Alpro, donc qui entre-temps est passé chez Danone, qu'on a lancé de zéro en France, ainsi que la marque Starbucks. Donc on a créé des catégories, que ce soit dans le devant de caisse, dans l'épicerie, dans les produits frais. Plus récemment, là, on est en train de bâtir un pôle dans les boissons avec les marques Ocean Spray qui nous a rejoint, donc qui a quitté Coca, et une marque qui est en train de nous rejoindre qui s'appelle Fever Tree, qui est en train de réinventer la mixologie. Donc on est en train de créer un vrai pôle solide dans les boissons, plus un nouveau pôle qu'on est en train de bâtir qui en fait est très inspiré par les chiffres qu'on voit, qui sont le snacking et les protéines, puisque c'est une révolution du marché des protéines. Le marché des protéines est en train de s'ouvrir et va exploser, surtout la protéine quotidienne, pas forcément la protéine ultra experte de sportifs, dans lequel on est en train de bâtir avec un grand acteur du nord de l'Europe, laitier, donc une proposition très forte. Donc derrière ça, c'est quoi notre modèle? Notre modèle, c'est créer des catégories, c'est l'innovation. Donc déjà, je pense que l'innovation, c'est certainement la différence avec la marque de distribution. La marque de distribution viendra dans un deuxième temps, mais d'abord, il faut innover. Donc il faut avoir des partenaires en recherche-développement, il faut avoir un système de veille, il faut regarder tout ce qui se passe dans le monde. Alors on a aussi développé des marques propres, on a développé la marque Na, donc autour du snacking de fruits. On a plus récemment développé une marque autour de là aussi de la protéine qui est Joy Fuel. Et là, on vient de lancer cette année une marque dans le kombucha qui s'appelle Kio, où on est devenu en fait le premier acteur du kombucha au bout d'un an en France, avec Biogroup qui est plutôt dans la partie bio et nous dans la partie GMS. Donc tout ça, c'est de l'innovation. C'est de la création de valeur, mais peut-être qu'on en parlera dans un deuxième temps. C'est de repérer des tendances et aussi de créer un lien fort avec le consommateur. C'est par exemple sur des marques comme Ricola, depuis 60 ans qu'on les distribue,
chaque année des investissements considérables en publicité. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où nos marques n'ont pas été soutenues. Et ça, je pense que c'est vraiment la différence, ce lien émotionnel avec le consommateur qui nous permet, dans ces périodes chahutées, de continuer à faire de la croissance. Pour vous dire, cette année, alors évidemment, on a la croissance liée à l'inflation, à peu près une dizaine de %, on l'a vu tout à l'heure, mais on a aussi une dizaine de % qui sont liés à de l'innovation. Donc derrière ça, je pense que même dans le monde actuel, avec toute la complexité, la difficulté des marchés, les problématiques de pouvoir d'achat, on peut continuer à créer des marques et on peut continuer à innover à condition d'avoir des innovations qui soient pertinentes. On a beaucoup souffert de la réduction des assortiments, c'est une tendance. Donc ça nous oblige à être aussi plus pertinent dans le choix des innovations qu'on met sur le marché et à rationaliser nos gammes. Merci. Mais d'ailleurs, effectivement, on l'a vu, et je pense qu'aussi on en parlait ensemble, mais sur les marques, il y a la valeur d'innovation qui permet effectivement de retrouver à la fois un achat d'impulsion et à la fois une valorisation, puisqu'il y a une élasticité prix qui n'est pas la même que sur des achats des unités de besoin, plus de commodité, plus essentielle, et une fidélité à la marque, puisqu'effectivement, il y a un choix de marque plus qu'un choix de produit, et c'est ce que tu disais. Et ce que je trouve, et ce qui reboucle avec l'échange de la présentation d'Emmanuel, c'est qu'effectivement, on est aussi essentiellement sur des catégories plaisir, en y ajoutant une valeur nutritionnelle. Et oui. Tu confirmes. Je pense qu'on est clairement, je pense que tout le monde sait que c'est pas trop compliqué de faire acheter le produit une fois. Le faire réacheter, c'est beaucoup plus difficile. Et là, l'organoleptique, il est clé. Donc, pour innover, si on n'a pas cette dimension plaisir, c'est cause perdue. Donc ça, et du coup, j'enchaîne avec toi, Paul-Olivier, mais toi, finalement, tu es sur une marque plutôt premium dans une unité de besoin qui est celle, au sens large, des condiments, puisque tu distribues vinaigre, mais pas que, tous les produits à base de vinaigre, donc moutarde, et puis de manière générale, tous les condiments, avec un positionnement premium de savoir-faire. Est-ce qu'il y a encore une place en GMS pour des marques premium, et comment on arrive à faire comprendre à la fois aux distributeurs et à la fois aux consommateurs la valeur premium et de savoir-faire de la marque dans un contexte de rayon qui est celui qu'on connaît aujourd'hui? Alors c'est un job un petit peu plus facile quand on est tout petit et qu'on a devant soi un boulevard de distribution. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut savoir convaincre nos interlocuteurs en distribution et continuer à satisfaire nos consommateurs. Quand on est une petite marque comme la nôtre, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est celui de l'ancrage territorial et de l'histoire de la marque. Quand je parle d'ancrage territorial, ça nous permet, quand on va voir un distributeur, de leur promettre, quand on est vertueux, comme on essaye de l'être, avec notamment l'assurance de création de filières agricoles, comme on l'a fait pour Martin Pourret. Voilà, sur la moutarde, nous, l'année dernière, on n'a pas du tout souffert, on s'est éclaté comme des petits fous, parce que on avait investi fort sur des contrats multi-annuels sur la graine de moutarde. C'est la même chose sur les cornichons. Et c'est vrai que cette assurance pour le distributeur est quelque chose d'important, et vous le mentionniez. La deuxième chose, dans cet ancrage, c'est le fait que quand vous venez d'une ville, d'une région, vous vous assurez aussi de l'attraction pour tous les consommateurs qui viennent ou qui connaissent cette région ou qui connaissent cette marque, de continuer à venir la consommer. Et puis la troisième, pour des petites marques comme les nôtres, pour le distributeur, c'est quand même la possibilité d'être extrêmement profitable, parfois un petit peu trop, c'est ce qu'on leur reproche. Le combat des prix se fait sur les grandes marques, à coût d'euros. Sur les petites comme les nôtres, à forte valeur ajoutée, c'est là que la balance en termes de rentabilité pour les distributeurs va pouvoir se faire. Donc oui, on continue à être extrêmement attractif, et on le voit dans nos négociations tous les jours. Après, vis-à-vis du consommateur,
Je ne reviendrai pas sur l'innovation, elle est essentielle, et on le voit que même sur des catégories traditionnelles comme les nôtres, au départ, on est vinaigrier. Enfin, ce n'est pas le truc le plus sexy du monde, et quand vous allez en boîte de nuit, ce n'est pas avec ça que vous allez ramasser le plus de 0,6. Hein. Croyez-moi. Par contre, vous pouvez innover. C'est-à-dire que tout ce qui contient du vinaigre, ben, vous pouvez y aller. Une fois que vous avez créé votre crédibilité sur cette catégorie, que vous êtes reconnu comme le meilleur qualitativement sur cette catégorie, ben, vous pouvez lancer des mayonnaises, parce que mayonnaise, ben, c'est de la moutarde et du vinaigre, là où on est très fort. Vous pouvez lancer des ketchup, toujours 100% français, toujours dans le respect de vos valeurs. Et c'est ce qui vous permet d'accélérer votre croissance et d'être encore plus attractif pour le distributeur, puisque vous allez pouvoir offrir une gamme plus large autour d'une marque qui est en train de se construire. La chose qui est la plus compliquée pour nous, c'est effectivement rester en GMS dans le match du prix. Avec cette double difficulté pour nous de pouvoir travailler tout en respectant un cahier des charges extrêmement élevé sur la qualité, sur la baisse de nos coûts, et puis la volonté de certains distributeurs de surmarger sur nos produits. Pour sortir quelques chiffres, hein, nous on a passé l'année dernière une hausse tarifaire, je suis totalement transparent, d'environ 4%. On a vu nos produits augmenter en moyenne 15%. Bon. Mais voilà, c'est aussi un élément, et c'est très compliqué effectivement de pouvoir piloter et rester dans le match avec cette contrainte particulière. D'où l'importance pour nous, et j'en reviens à une partie de la présentation, j'ai pas les chiffres, mais je pense que toujours dans cette notion de plaisir, le plaisir on va le retrouver et en grande distribution, et effectivement il va falloir continuer à travailler ça, et notamment à travers de la promesse organoleptique, mais aussi de s'élargir au-delà de la grande distribution, parce qu'on voit que le consommateur fait des arbitrages en grande distribution, plutôt vers le plaisir, et qu'il fait exactement les mêmes arbitrages en dehors de la GMS. En ce qui nous concerne, je n'ai pas de chiffres, peut-être que vous en aurez évidemment des plus justes que moi, mais il est important de pouvoir se tourner demain vers d'autres circuits où le consommateur là, va faire moins d'arbitrage, va vraiment se faire plaisir. Nous, on voit que la restauration hors domicile, enfin, chez nous, ça explose. Pour sortir d'un séminaire hier à la FEF, sur ce circuit-là, on voit que ça se passe plutôt très très bien. En tout cas, quand les enseignes sont bien faites et que les offres sont bien construites. Donc voilà, c'est aussi une façon pour nous de faire découvrir nos marques, de les faire déguster et de revenir plus fort en GMS ensuite. Merci. Une question pour tous, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé de transition alimentaire avec tout ce que ça recouvrait. Ce qu'on voit donc évidemment, on entend tous la chute du bio, mais pas que. C'est-à-dire que là, on voit dans les items que montrait Emmanuel que finalement, ce qui ressort le plus, c'est tous les items liés à la naturalité des produits, donc tous les marqueurs intrinsèques à la qualité des produits. Est-ce que finalement, les sujets de bio, de label, de Made in France, on parle beaucoup des débats autour de la souveraineté alimentaire, est-ce que ça continue à donner de la valeur à l'offre de produits alimentaires, ou est-ce que c'est terminé? Donc est-ce que c'est un levier de valorisation aux yeux du consommateur, ou est-ce que c'est terminé? Et est-ce que c'est toujours une stratégie d'achat également en amont pour maintenir la qualité des produits? Je propose de faire un petit tour de table. Donc Paul-Olivier, je te laisse commencer. Alors nous, c'est des valeurs qui sont intrinsèques à la marque. C'est l'ADN de Martin Pourret. Donc quelles que soient les vicissitudes qu'on est en train de traverser, on est des entrepreneurs. Donc il faut avoir une vision à long terme, ne pas trembler et continuer à travailler là-dessus. Nous, on est convaincus que Origine France garantie, que un travail encore plus vertueux vis-à-vis de notre agriculture, c'est un pari gagnant, quoi qu'il arrive. Ça a une valeur chez un certain nombre de consommateurs. Je pense que demain, ce qui sera important, c'est de pouvoir communiquer aux consommateurs quel est le prix réel d'un produit. Quand on voit que pour certaines marques qui viennent de très très loin,
qui ne payent pas forcément d'impôts, ou en tout cas une grosse partie de leurs impôts en France, on crée, ou en tout cas on détruit de la valeur pour le système global français. Et c'est en ayant un discours extrêmement pédagogique vis-à-vis des consommateurs autour de ça va être très long, mais pour expliquer quel est le coût global d'un produit. Quand on achète un pot Martin Pourret à 3,50 €, est-ce que finalement on ne crée pas plus de valeur au global pour l'économie française que quand on achète un pot d'1,50 € pour un gros intervenant anglo-néerlandais, que je ne citerai évidemment pas. Donc je pense que oui, de toute façon, restons, même si aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette inflation qui est réelle, il faut l'accepter, il faut s'adapter, mais sur le très long terme, restons forts sur nos valeurs. Merci Stéphanie. Écoute, nous, encore une fois, les engagements RSE, ils ont été validés, ça veut dire qu'ils sont poussés. En particulier, tu parlais du bio. Quand moi, je regarde la gamme U-Bio et que je vois que les matières premières agricoles sont ne sont pas forcément françaises, on a quand même un vrai problème, un vrai sujet. Donc, il y a une stratégie bio de continuer à promouvoir et à accompagner le bio en tous les cas. Et là, je parle de manière globale, hein, le bio chez U. Donc on a une grosse stratégie qui est en train d'être validée là dans les. Donc ça c'est important et pour ma part donc de regarder de nouveau et de retravailler les matières premières agricoles plutôt françaises. Donc oui, des engagements. Alors il n'y a pas que le bio. Il y a des engagements. Je vous parlais tout à l'heure de Bleu Blanc Cœur par exemple, hein, qui est un label qui est très fort, qui à la fois parle de santé avec en plus des résultats qui sont avérés, mais aussi environnement. Et pour accompagner le client, en fait, c'est ça le sujet. Hein. Alors, peut-être pas au niveau de qu'est-ce qu'on achète en termes de décomposition de prix, enfin, on n'est pas. Mais il y a des scorings. Donc, on a eu le Nutri-Score et puis demain l'Eco-Score aussi, qui permettra de faire un choix entre 2 pots de moutarde. Mais quoi qu'il en soit, si cette valeur ajoutée, elle n'est pas comprise par le client, et c'est ce qu'on a compris avec les produits. En fait, les produits, à un moment donné, on a beaucoup développé les produits, on est allé très 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 loin dans des innovations aussi, et vous le disiez, peut-être que ce n'est pas complètement le rôle de la marque distributeur, ce qui est vrai, on a quand même fait certaines choses qui ont fait basculer des marchés, hein, mais tant mieux, mais ce n'est pas forcément le rôle numéro 1, je suis complètement d'accord. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je disais quoi Je vais t'aider un peu, mais... Voilà. Et donc du coup, merci. Merci beaucoup. Et donc du coup, moi quand je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans, un des premiers travaux, ça a été de screener la gamme et de supprimer tous les plus produits, donc valorisation, qui n'étaient pas comprises par le client. Et il y en avait. Et ça y est, le travail, il est fait, la base, elle est propre. Alors, on a vraiment un pourcentage pas neutre de produits qui sont différenciants par des valeurs ajoutées sur des produits du quotidien par rapport à notre concurrence, et on en est fiers. Et on continue effectivement là-dessus. Mais voilà, il faut que ce soit aussi compris par le client. Et la grande difficulté, c'est sur un packaging. Alors, demain, il y aura... QR code augmenté, il y aura pas mal de choses, hein. Mais pour l'instant, ça passe par le packaging, un peu de publicité ou beaucoup de publicité, voilà. Mais donc, oui, on est en tous les cas tout le temps sur la revalorisation, et nous on est plus sur de la rénovation que d'aller chercher encore d'autres unités de besoin. Là, c'est le rôle des marques nationales. Hein. On considère, nous, chez U, que les marques U doivent être complémentaires au niveau catégoriel et pas tout le temps faire du MeToo. Sur le 20-80, on l'a fait, mais après, sur le reste, il vaut mieux aller chercher du complémentaire, surtout les développements à suivre. Et on est plutôt dans une phase de rénovation. Ça veut donc dire d'amélioration de la valeur par ce qu'on met dans nos produits, la qualité, à la fois organoleptique, mais aussi nutritionnelle, on le disait, la santé, hein, plus que jamais, et voir taux de protéines, taux de sel, etc. etc. Voilà. Bertrand ? Oui, alors, par rapport à ce qu'on attend d'une marque, je pense que ce qu'on attend d'une marque, et c'est un critère de choix, c'est l'engagement. Je pense que dans l'avenir, l'engagement, surtout auprès de nouvelles générations, l'engagement d'une marque, le sens qu'on donne à une marque, c'est essentiel et ça va devenir un critère de plus en plus important. Donc par rapport à ça, évidemment, l'origine française, c'est un plus, incontestablement. Les engagements RSE forts, je crois qu'on n'en parle même plus.
crois que toutes les marques ont ou doivent avoir une démarche RSE. Ensuite, il y a les labels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les labels? Qu'est-ce que ça veut dire Nutri-Score? Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir des formules plus clean, de les reformuler, donc d'aller dans ce sens. Mais fondamentalement, tout ça, ça s'inscrit dans l'engagement de la marque. Et ce qui fera la différence, je pense, dans l'avenir entre les marques, c'est vraiment l'engagement et l'engagement perçu par le consommateur. Ça, finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est en train de devenir un prérequis plutôt qu'un levier de valorisation de l'offre. C'est-à-dire que sans ça, quel que soit le positionnement de la marque... ça deviendra un facteur d'exclusion. Exactement. Et dernière question pour vous tous, pour conclure, une question de conclusion, mais par rapport à tout ça, puisqu'on est au cœur du sujet d'actualité, comment évolue ou doit évoluer la relation fournisseur-client, et notamment, et je commence à donner une petite piste, mais je sais que Stéphanie, on a beaucoup parlé du sujet de l'aléa climatique, et on l'a vu, le taux de rupture qui était important, alors qu'il s'est réduit cette année, mais qui était important l'année dernière, et qui est un vrai sujet aussi de dynamique de marché, puisqu'évidemment, plus il y a de rupture, moins on arrive à créer de la valeur, et on va en avoir de plus en plus. Si on en a parlé, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de produits qui ne sont pas touchés par soit des problèmes de rupture, soit des problèmes de hausse de prix dus à l'aléa climatique. Donc comment on reconstruit ces relations-là, et comment on arrive à avoir... à reconstruire relation fournisseur-client, c'est aussi reconstruire la relation avec l'amont pour les marques de manière un peu plus structurelle et pérenne. Tu commences, Stéphanie? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Non, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est qu'effectivement, nous sans vous, sans les fournisseurs, on n'est que des distributeurs. Moi, c'est quelque chose qui m'anime. Je suis très très consciente de mon métier. Ça veut donc dire qu'on a besoin. Donc on est dans une phase alors surtout sur les marques distributeurs, on est en totale co-construction. Moi, j'ai à un moment donné déjà eu une personne salariée de mon fournisseur qui était à 100% dans mon bureau, dans mon équipe. C'est une autre manière de travailler ensemble. Donc on allait plus vite, on a construit plus vite, on s'est mieux compris. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait aussi. Donc ce commerce autrement, que Dominique Schelcher prône, on sait faire aussi nous en termes de développement produit. Et ces partenariats dont on a parlé, en partant d'un objectif commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des choix de part et d'autre. Ça veut dire qu'il faut faire des concessions aussi, mais au final, ça dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment des partenariats de longue date. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, mais Schreiber, tous nos yaourts, nous, ultra frais, sont faits et sont fabriqués dans une usine en Alsace exclusivement pour U. On était au démarrage de l'histoire. Voilà. Donc voilà, on sait faire. Donc on croit très très fort au partenariat. On ne peut pas le faire avec tous, parce que mais c'est une question aussi d'échange. Et donc d'hommes, avec un grand H, bien sûr. Et la diversification des sources d'appro, on en parlait aujourd'hui, il y a une crise sur le jus d'orange, il y en aura exactement, d'autres. Ça fait partie. Ou alors rapatrier en France, ou tout dépend de... nous, on a 12% de part de marché, 15% en marque distributeur. Moi, j'ai des volumes de fou, mais pas surtout. Mais j'ai des volumes de fou. Donc, forcément, je suis dans cet arbitrage d'aller diversifier quand il le faut, parce qu'on a des énormes volumes, et aussi de pouvoir et de savoir rapatrier. On l'a fait avec la filière champignons. En fait, il n'y avait plus de champignons en France. Et il y a, depuis 5 ans, avec Bonduelle, on a rapatrier effectivement la filière champignons pour les conserves. Voilà, ça c'est aussi le rôle des marques distributeurs, de par le poids, les volumes et que l'on génère. Bertrand? Alors je pense que la création de valeur, elle va beaucoup se baser aussi sur l'expérience autour de la marque qu'on arrive à créer. Quand on voit pas mal de points de vente, ils sont un peu tristes. Je veux dire, quand on regarde un devant de caisse à l'heure actuelle, ça ne fait pas vraiment rêver de retrouver du chewing-gum en frontal depuis 30 ans. Je pense que le consommateur, il a envie d'autre chose. Il y a aussi des rayons, par exemple, quand on regarde le rayon complément alimentaire, le rayon diététique,
c'est très triste à pleurer. Donc on peut le réinventer à travers des vraies démarches de partenariat catégoriel avec la distribution dans un sens de création de valeur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de valeur à créer et cela passe par ces partenariats que l'on peut mettre en place ou que l'on doit mettre en place. Après, il y a aussi toute la question de l'omnicanalité. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a parlé tout à l'heure de l'e-commerce. On disait l'e-commerce est en chute, l'e-commerce ne progresse pas. Moi, je pense qu'au contraire, l'omnicanalité, ça va devenir le grand sujet des années à venir. Et c'est là où marques et distributeurs peuvent monter des vrais partenariats. Par exemple, il y en a un qui est très clair, c'est comment on réinvente l'impulsion dans l'e-commerce. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de chantiers qu'on peut lancer. Je pense qu'une fois qu'on sortira de cette problématique d'inflation, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère d'innovation et c'est vraiment le moment de s'y préparer. Merci. Tu voulais compléter, non, Stéphanie, avant de passer juste donner un exemple concret. Vous parliez des devants de caisse. Moi, j'y ai travaillé dans quelques temps dans une précédente vie. Donc, c'est quoi le devant de caisse? Comment réinventer les devants de caisse? Les devants de caisse aujourd'hui, on est tous devant notre smartphone. Donc, on ne voit plus les devants de caisse. Donc, c'est des vrais sujets même. Voilà. Donc, quand on est distributeur, on se dit, il y avait le devant de caisse qu'on connaissait. Quand on doit réinvestir sur tous les devants de caisse de tous les magasins, surtout quand on est intégré, il y a une réflexion qui va au-delà de réenchanter le devant de caisse. Voilà, c'était juste... OK. Paul-Olivier ? Oui, non, juste pour revenir sur cette notion de partenariat, oui, enfin, depuis que je suis dans cet univers, on parle de ces partenariats. Ils existent. Martin Pourret en est la preuve, puisque on a relancé la marque quand on l'a repris avec Monoprix. Ça a vraiment été un moment fort dans la reprise et la relance de cette marque, avec des équipes ultra performantes et très inspirantes. Donc oui, ça existe. La notion sur laquelle j'aimerais revenir, et vous avez tout à fait raison, je pense que il va falloir ensemble travailler sur une vision moyen-long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, ne pas que subir l'actualité, que quand il y a un coup de vent, on ne change pas de partenaire pour aller chercher forcément qu'un seul prix. Parce que du côté des industriels, il y a des énormes investissements qui sont faits en termes de temps, d'énergie, financier. Merci à nos fonds d'investissement. Et que effectivement, on ne peut pas changer de discours au bout de 6 mois. Il y a 6 mois, alors vous écoutiez, vous regardiez la presse, vos interlocuteurs en box vous disaient Origine France Garantie, c'est super important, les gars, souveraineté alimentaire, etc. Les derniers rendez-vous que j'ai faits en box, bizarrement, ça ressortait un petit peu moins. Alors, c'est des fausses barbes, etc. Il faut avoir une vision un petit peu stratégique, mais je pense qu'il y a vraiment un engagement à avoir de part et d'autre pour avoir cette vision moyen-long terme, pour que ces partenariats puissent vraiment exister. Je reviens à cette notion d'ancrage. Si nous, on n'était pas ancrés dans nos territoires en tant que marque, on n'arriverait pas à relancer des filières agricoles. Enfin, la filière agricole de la graine de moutarde dans le centre Val-de-Loire, si nous, on ne l'avait pas fait, personne d'autre ne l'aurait fait. Et aujourd'hui, tout le monde commence à venir nous voir en nous disant « mais c'est super, attendez, peut-être qu'on va pouvoir passer de 4% de part de marché en graines de moutarde française à 8% si vous faites correctement votre job. » Et si derrière, on a des partenariats, évidemment, avec nos distributeurs qui vont pouvoir nous amener la volumétrie qui fera qu'on pourra fédérer encore plus d'agriculteurs avec nous. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange très enrichissant. Ce que je vous propose, c'est de consacrer quelques minutes pour les questions avant de pouvoir vous laisser tous repartir à vos activités. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, aussi bien pour Emmanuel que pour les 3 intervenants? Le plus dur, c'est la première, généralement, c'est de lancer la discussion. Je me lance, donc vous m'excuserez si elle n'est pas très pertinente. Mais ça représente quoi pour vous le plaisir? C'est quoi l'innovation? Et aujourd'hui, le plaisir, c'est du sucre, c'est du sel, c'est les deux, c'est un emballage, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, c'est quelque chose que vous pensez dont on a besoin, c'est quoi? Je peux pas. Ça, mais c'est extrêmement pertinent comme question. J'ai de la chance.
Non, alors je vais répondre, je vais essayer d'être court parce que je sens que ça enthousiasme l'ensemble des intervenants comme question. Le plaisir, on a effectivement tendance à parfois l'oublier. Et c'est vrai que quand on parle en tout cas d'alimentaire, la première chose la plus importante, c'est effectivement le plaisir qu'on va avoir en mettant un produit dans la bouche. Et je pense que cet élément-là va être, et déjà, et devra être encore plus important dans tout ce qu'on va développer. Alors là, je me projette très très loin, hein, et peut-être que je fais une grossière erreur, mais c'était évoqué, il va falloir qu'on fasse une offre au consommateur où la valeur ajoutée soit visible. Je pense que demain, le packaging n'aura plus aucune valeur. Je pense que ce qui fera la différence, c'est effectivement la communication qu'on pourra faire autour des marques et la qualité du produit et le plaisir que ce produit va donner à l'intérieur d'un flacon. Je pense qu'il va falloir commencer, amis marketeurs, à se dire non, on ne va pas faire la différence avec une belle bouteille dont on a payé un moule, une fortune et qu'on importe de Chine. Il va falloir qu'on ait une relation bien plus raisonnable. Peut-être qu'on va tous partager, et ce qui permettra aussi d'éviter un certain nombre de ruptures, d'avoir les mêmes bouteilles ou quasiment les mêmes pots, et que la différence se fera à l'intérieur et vis-à-vis des valeurs et de la communication qui sera faite autour de ces marques. Donc le plaisir est et restera toujours dans le produit. C'est pour ça que je suis très optimiste. Mais je pense que aussi le plaisir peut évoluer. Quand on voit dans le domaine des boissons, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet d'une part qui est l'alcool, et un deuxième sujet qui est le sucre. On peut trouver des boissons qui peuvent être à la fois des alternatives à l'alcool, avec la même expérience, des boissons de caractère, et des boissons très peu sucrées pour se désaccoutumer du sucre, tout en gardant le plaisir de cette expérience. Donc c'est pas incompatible, on est d'accord. Il faut reformuler, le sucre, le sel doivent diminuer. Mais il y a des possibilités en matière, et je pense que notamment tout ce qui tourne autour de la fermentation est vraiment une source d'innovation encore à ses débuts. Regardez par exemple le kombucha, pour ne pas le citer une autre fois, c'est une vraie alternative à la fois aux boissons alcoolisées et c'est une alternative au soda sucré. Donc c'est un marché qui peut émerger. Regardez aussi le marché des protéines. Ce qu'on voit, c'est qu'en consommant plus de protéines, on consomme moins de sucre. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a des comportements vertueux, mais qui restent des comportements liés au plaisir. Donc simplement, les choses évoluent, et je pense que la désaccoutumance par rapport au sucre doit devenir alors en dehors des petits plaisirs, je pense qu'il y a des petits plaisirs, manger une confiserie de temps en temps, manger du chocolat de temps en temps, à condition que ce soit modéré. C'est pas moi qui vais me battre contre, mais par rapport à ça, le plaisir, la notion de plaisir va évoluer, la notion d'expérience va évoluer dans les années qui viennent. Le plaisir, c'est très émotionnel en fait. C'est la partie émotionnelle de l'alimentation ou même des produits des péages. Donc c'est assez personnel. Mais voilà, mais ça passe par le produit, je suis d'accord. Et c'est vrai que l'emballage demain, on le sait tous, il y a une vraie révolution au niveau de l'emballage. Donc ça restera le plaisir, le produit. Ouais. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. J'avais une question aussi qui touche à Nielsen. On constate depuis quelques mois un désengagement ou une perte des commerces de proximité qui avaient connu un engouement à la sortie du Covid. Et donc du coup, je me posais la question si vous avez un petit peu plus d'éléments de données à partager sur l'abandon du local et très certainement au profit des moyennes et grandes surfaces qui, elles aussi, commencent à déserter les grandes villes. Alors sur la question de la performance des circuits de proximité, alors pour être très honnête, chez Nielsen, on suit les magasins de proximité en tant que
commerce chaîné de proximité, tout ce qui est vraiment petit commerce, commerce de bouche, boucherie, boulangerie, c'est beaucoup plus difficile à capter parce que c'est des indépendants qu'il faut aller voir un par un. Bon, voilà. Mais effectivement, sur les commerces de proximité, il faut distinguer la tendance court terme de la tendance un peu plus long terme. On voit à court terme un retour de la grande surface parce que le prix, le fait de tout trouver, voilà, ça joue son rôle en partie en tout cas. Néanmoins, les commerces de proximité, très poussés par des phénomènes de parc, donc beaucoup d'ouvertures de magasins. Il y a beaucoup d'enseignes qui continuent à avoir beaucoup d'annonces sur le fait d'étendre leur parc sur la proximité, continuent à moyen terme à avoir le vent en poupe, que ce soit de la proximité urbaine, donc vraiment dans les centres-villes, ou la proximité rurale, qui joue pourtant des rôles radicalement différents. La proximité rurale, c'est une espèce de supermarché en zone rurale. La proximité urbaine, c'est vraiment le magasin qu'on connaît tous, je pense, au coin de la rue, etc. Donc il y a quand même une dynamique de ces circuits-là. Maintenant, effectivement, il y avait eu un boom mécanique au moment du Covid, parce qu'on ne pouvait pas être à plus de 1 km de chez soi, en tout cas sur certains confinements. Donc en mettant en perspective, oui, il y a moins de ventes totalement aberrantes comme au moment du Covid. Maintenant, sur un moyen terme, c'est un circuit qui est dynamique parce qu'il est très poussé par les ouvertures de magasins. Maintenant, la performance au point de vente pour les commerces de proximité reste quand même un petit peu un challenge et souffre des difficultés qu'on connaît dans la période actuelle parce que des circuits plus positionnés, discount ou meilleurs sur le prix jouent un rôle quand même dans le contexte d'inflation qui entraîne des transferts de la proximité vers d'autres types de commerces. Après, il n'y a pas forcément de lien entre les produits locaux, si c'était ça votre question, entre produits locaux et commerces de proximité. Ce n'est pas forcément dans les commerces de proximité, en tout cas en zone urbaine, qu'on va trouver plus de produits locaux que dans des grandes surfaces de taille plus importante. Mais en tout cas, il y a quand même un dynamisme de la proximité, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'investissements de la part de beaucoup de distributeurs pour pousser cette forme de commerce depuis 6-7 ans quoi, à peu près. Merci. Je propose, on prend une dernière question et puis après, on va mettre... Vas-y. Merci. Moi, j'ai une question pour Nielsen. Il y a une courbe qui m'a vraiment beaucoup surpris, qui est plutôt macro sur la démographie, où à partir de 2005 jusqu'à 2017, le nombre de décès qui était à 500 000 s'envole littéralement. Et la question, c'est quelle en est la cause et est-ce que l'alimentation fait partie des causes possibles ? Alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais enfin, grosso modo, à moyen terme, c'était les chiffres de l'INSEE, c'est ça? C'était la courbe de l'INSEE dont vous parlez? Ce qui se passe, c'est que la génération du baby-boom rentre à un âge où les décès augmentent fortement. C'est à partir de 1945. Donc, si on fait le calcul, en 2005, c'est une génération qui avait 60-70 ans. Et en 2017, c'est une génération qui a 80-85 ans. C'est à peu près l'espérance de vie moyenne en France. Pour un homme, je crois que c'est un peu en dessous de 80 ans. Pour une femme, c'est 82, 83 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc on rentre dans cet âge où c'est la moyenne de l'âge de décès. Donc mécaniquement, cette génération du baby-boom est arrivée dans un âge où elle mourait, pardon pour le... Voilà. Mais c'est ça qui continue à augmenter. Après, je pense qu'il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin que ça. Je ne suis pas démographe, mais c'est une question de génération. Et c'est aussi pour ça que les décès vont rattraper les niveaux de naissance, parce qu'on a de plus en plus de populations âgées qui rentrent à l'âge où ces gens-là atteignent le niveau d'espérance de vie, en tout cas, pour ne pas dire que ces gens-là vont mourir. Merci. Un grand merci à vous quatre d'avoir accepté d'intervenir. Et merci à vous tous pour votre présence et très bonne journée.